Alors, bonjour tout le monde. Merci à toutes et à tous d'être là ce matin avec nous. Donc, je vous remercie d'être là, en fait, au nom des Fonds de recherche du Québec et de son partenaire, le ministère de l'Éducation. Donc, aujourd'hui, on assiste à une de nos activités de transfert de connaissances et celle-ci va nous permettre de découvrir les résultats qui sont issus de 2 projets de recherche et ceux-ci, ils sont dans le cadre du programme de recherche en littératie. Donc, pour rappel, ce programme de recherche-là, il vise à favoriser le développement, le maintien et le rehaussement des compétences en littératie, bien sûr, au Québec. Donc, ça mise sur la consolidation de partenariats entre les chercheurs, chercheuses et les gens sur le terrain. C'est aussi l'objectif de cette activité de transfert-là. Donc, on veut vraiment favoriser l'appropriation des résultats de recherche par les milieux qui pourraient les utiliser, puis à justement aussi encourager à appliquer des solutions concrètes le plus possible, qui sont surtout adaptées à la réalité du terrain, donc que ce soit les milieux scolaires ou communautaires. Donc, c'est aussi évidemment une mission qui est transmise à travers cette activité de transfert de connaissances-là. Donc, aujourd'hui, on va découvrir les résultats de 2 projets de recherche en rencontrant les 2 chercheurs, donc 2 chercheurs qui faisaient partie des équipes de recherche, Monsieur Pascal Grégoire de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et François Vincent de l'Université du Québec en Outaouais. Donc, Monsieur Grégoire, Monsieur Vincent, merci d'être avec nous. Je vais vous les présenter plus en détail tantôt parce que comment ça va se dérouler, c'est que chacun de nos 2 chercheurs va faire une présentation d'environ 30 minutes. Donc, dans chaque présentation, vraiment, on va vouloir là, découvrir les objectifs de la recherche, quels étaient les besoins, à quels besoins est-ce que ça répondait, à quelles problématiques, sur quelles problématiques on se penchait, à quels résultats on est arrivé, les pistes de solutions qui pourraient ressortir de ces résultats-là, ainsi que des pistes de bonification et de recherche additionnelles qui pourraient se faire dans l'avenir. Donc, moi, je laisse nos 2 chercheurs, je laisse en fait un premier chercheur faire sa présentation. Et ensuite, parce que vous allez avoir des questions qui vont vous apparaître en tête en les écoutant, il va y avoir une période d'échange de 15 minutes avant qu'on passe à la 2e présentation de notre 2e chercheur. Vous aurez remarqué que vos caméras et micros sont fermés. C'est tout à fait normal. Donc, quand vous avez une question qui vous vient en tête, la façon de la poser, ça va être de l'écrire dans la petite fonction, en utilisant la petite fonction Q et R. Donc, il y a une différence entre Q et R et le clavardage. La boîte de clavardage habituelle, elle est fermée. Donc, c'est simplement d'écrire votre question dans la petite boîte Q et R. Vous pouvez les poser au fur et à mesure qu'elles vous viennent en tête. Nous, on les reçoit et on va les adresser à la fin de la présentation de chaque chercheur dans la période d'échange. Donc, on vous demande évidemment de communiquer là, vos questions avec ouverture, bienveillance. Évidemment, aucun propos violent, agressif ou irrespectueux ne sera toléré. Et quand on va arriver aux périodes d'échange, en fait, c'est Caroline Bégin que je vous présente ici, qui est notre représentante aussi du ministère de l'Éducation. Elle est responsable du programme de recherche en littératie, justement. Elle est à la direction des politiques de la prospective, de la veille et de la recherche, donc au ministère. Et juste avant, elle nous disait que le programme de recherche en littératie, c'était un petit peu son petit bébé. Donc, c'est Caroline vraiment qui va prendre en charge la modération pendant la période d'échange, la période de questions et réponses. Voilà. Pendant les présentations aussi, vous allez recevoir des petits messages automatiques qui vous amènent aux pages où est-ce qu'on peut retrouver justement les résumés et les rapports de recherche de chacun de nos projets de recherche, ainsi que des liens vers notamment un Google Form que vous pourrez remplir à la fin, évidemment, de l'activité de transfert des connaissances pour nous donner votre rétroaction. Donc, vous allez recevoir plein d'informations, vous allez les recevoir au fur et à mesure et n'hésitez pas à poser vos questions dans le Q et R. Alors, voilà. Pour commencer,
J'aimerais vous présenter notre premier chercheur, Monsieur Pascal Grégoire. Donc, Monsieur Grégoire est doyen à la gestion académique à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Il a été professeur agrégé en didactique du français pendant 10 ans. Ses recherches portent sur deux axes. Donc, le premier axe, ce sont vraiment les effets du numérique sur le processus d'écriture, la révision, correction et la qualité de la langue chez les élèves. Et le deuxième axe, c'est vraiment l'écriture inclusive en contexte scolaire. Donc, ses intérêts de recherche, en fait, il nous dit qu'ils sont nés pendant les 10 ans où il a été enseignant de français au secondaire dans la région de Montréal. Donc, évidemment, son vécu et ses observations l'ont amené à se pencher sur ces sujets-là. Il est membre du Centre de recherche sur la formation et la profession enseignante et il est aussi membre du groupe de recherche interuniversitaire sur l'intégration pédagogique des technologies de l'information et de la communication. Donc, aujourd'hui, il nous présente le projet de recherche dont le titre est « Apprendre à corriger ses textes en contexte numérique dans la discipline français ». Donc, développement et mise à l'essai de stratégies de révision à l'intention d'adolescents et d'adolescentes du secondaire. Donc, Monsieur Grégoire, je vous laisse la scène virtuelle. Merci Stéphanie, je vais commencer le partage d'écran pour m'assurer que tout va bien. Voilà. Et ça devrait fonctionner maintenant. Ça semble être le cas. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je vous présente aujourd'hui avec un peu de fébrilité les résultats de ce projet de recherche-là qui a été mené dans les 4 dernières années. Je fais référence à la fin à toute l'équipe, autant l'équipe de recherche que l'équipe dans les milieux de pratique qui a été vaste, qui a soutenu le projet de plusieurs façons pendant les années où il a duré. Donc, mes gens dans le vif du sujet très rapidement parce que j'ai un menu assez copieux aujourd'hui pour vous. On va suivre une structure relativement classique. Je vais parler un petit peu du contexte et de la méthodologie, mais on va parler beaucoup des résultats et des retombées. Donc, j'essaie d'y arriver assez rapidement aux résultats et aux retombées. Donc, je vais situer le projet assez brièvement dans son contexte tout de même. Au départ, le projet de recherche qui a été mené par notre équipe, on part peut-être un principe assez simple, en fait, qui était que les élèves écrivent de plus en plus des outils numériques, mais qu'à l'école, on enseigne encore souvent la révision-correction pour préparer à l'écriture manuscrite pour plein de raisons, dont l'évaluation, entre autres choses. Et c'était en contact avec une enseignante qui a pris part au projet qu'on se questionnait à savoir, et puis à la suite des recherches que j'ai déjà faites, où on se questionnait aussi à savoir, mais est-ce qu'il y a moyen de faire apprendre les élèves de développer leurs compétences à écrire lorsqu'on les fait écrire avec un ordinateur, lorsqu'on leur donne la rétroaction. Donc, c'était le point de départ de cette recherche-là. On sait plusieurs choses quand même par les recherches antérieures sur l'écriture numérique. On sait plusieurs choses, encore plus de choses sur l'écriture en tant que telle. On sait que les difficultés des élèves du secondaire, particulièrement, restent liées essentiellement au fonctionnement de la langue, le fameux critère 5, là, l'épreuve ministérielle en orthographe. Donc, on sait que les difficultés des élèves sont notables à cet égard-là. On sait également, dans plusieurs recherches qui ont été menées dans les dernières décennies, j'en ai fait quelques-unes au Québec là-dessus, que les outils numériques peuvent aider à retirer des erreurs des textes, peuvent aider à corriger les textes, en améliorer la qualité. Mais est-ce que les outils numériques permettent de développer la compétence scripturale, la compétence à écrire? C'est une autre question à laquelle on a voulu répondre dans ce projet de recherche-là, du moins partiellement. On sait également que les outils numériques fournissent de la rétroaction, mais qu'il ne s'agit pas de les donner aux élèves pour les amener à déployer leurs compétences à écrire. Donc, l'outil permettra d'améliorer le produit, le texte final, mais est-ce que l'élève devient plus compétent en écriture lorsqu'on lui retire ces outils-là? C'est une question centrale à laquelle on a tenté de s'intéresser sous certains angles, à tout le moins. Pour mener cette recherche-là, on a vraiment ancré le travail dans une perspective cognitiviste. Vous connaissez sans doute le modèle de Hayes et Flower, qui sous-entend justement que l'écriture sur le plan cognitif amène l'élève à déployer 3 processus de façon non séquentielle, donc de façon récurrente et puis de façon où elles sont entremêlées. Donc la planification de texte, la rédaction et la révision. Et nous, c'est dans ce processus cognitif-là qu'on a tenté d'intervenir, on a tenté de voir si le numérique pouvait venir soutenir la révision, l'orienter, la diriger différemment. On sait qu'à l'écran, les outils numériques vont déplacer le travail qui est fait sur papier avec des crayons normalement. Donc, les outils numériques vont signaler des erreurs, vont suggérer des corrections, vont même maintenant, avec l'IA et avec des logiciels de révision avancés, faciliter la réécriture en proposant des passages, vont au final soutenir l'évaluation de l'élève dans ce qu'il a à faire.
Mais ça ne veut pas dire évidemment que les outils font tout le travail pour les élèves. Ils vont tout simplement l'amener à faire des opérations différentes, à travailler autrement, à devoir exercer son jugement de scripteur autrement quand il produit un texte. Donc, de nouvelles réalités avec cette écriture numérique-là où l'outil ne fait pas tout le travail pour l'élève non plus. Et c'est dans ce contexte-là que la question générale du projet de recherche a été la suivante. On a voulu concevoir et évaluer des stratégies de révision, correction numérique qui permettraient aux élèves de corriger leur texte dans un environnement numérique. On constatait avec les enseignantes qui ont fait, et les enseignants qui ont fait partie au projet du projet de recherche au départ, qu'il existe dans nos milieux, dans les milieux de pratique, beaucoup de protocoles, de démarches d'autocorrection, par exemple le code SPACO qu'on retrouve souvent. Sur papier, ça va assez bien. On a des stratégies de marquage du texte qui sont assez bien connues, qui sont bien balisées. On est capable de bien les enseigner aux élèves. Mais lorsqu'on passe à une écriture numérique, lorsqu'on passe à l'écran, comment transposer de tels protocoles, de telles démarches d'autocorrection, comment amener l'élève à demeurer actif dans sa révision, correction, comment l'amener à pouvoir passer son texte au crible pour l'améliorer, mais c'était vraiment le moteur de la recherche, c'est cette question-là qu'on s'est posée. On a travaillé le projet de recherche en 5 temps. Donc, dans une première phase, je vous dirais, ce qui résume les objectifs spécifiques 1 et 2, on a voulu commencer par observer ce que les élèves font spontanément lorsqu'on leur demande d'écrire avec un ordinateur. Donc, on a décrit les erreurs fréquentes qu'on a retrouvées sans même qu'on donne une formation spécifique aux élèves de première secondaire avec qui on travaillait. On a voulu décrire les erreurs fréquentes commises pour voir quel est le portrait, quelle est la fréquence, le nombre des erreurs, leur nature, leur type aussi quand quand des élèves écrivent à l'ordinateur directement. Par ailleurs, en même temps qu'on faisait ça, on a tenté également de décrire comment les élèves utilisent spontanément les outils numériques pour écrire, pour se corriger. On voulait voir quel était le point de départ, finalement. Quelles sont les pratiques spontanées quel est le bagage, en fait, sur le plan de la compétence numérique avec lequel les élèves arrivent à leur entrée en première secondaire. Donc, c'est ce qu'on a voulu faire pour avoir un portrait de leur point de départ. À partir de ces renseignements-là, de ces informations-là, on a conçu les stratégies de révision, correction numérique. Donc, on s'est servi de ces données-là pour élaborer un corpus de 7 stratégies qu'on a par la suite mises à l'essai. Et on en a mesuré certains effets par les objectifs spécifiques 4 et 5. Donc, le 4e objectif qu'on a voulu faire, c'est vraiment d'aller voir sur le plan du nombre d'erreurs commises, sur le plan de la nature des erreurs commises aussi. Les élèves, finalement, quand ils utilisent ces stratégies-là, comment ça a des retombées, si ça en a, sur la qualité de leur écriture. C'est ce qu'on verra aujourd'hui, entre autres choses. Et on a voulu également décrire après l'enseignement, que se passe-t-il quand on amène les élèves à utiliser les stratégies? Est-ce qu'on voit vraiment des changements? Est-ce qu'on voit des portraits, des profils différents se dégager de ce qu'on a vu à la première année du projet? Donc, c'est ce qu'on a tenté également de montrer. Donc, je vais tenter aujourd'hui de vous donner un panorama des résultats relatifs à ces 5 objectifs-là. On va forcément passer rapidement sur beaucoup de choses. On va effleurer le sujet, mais j'espère que ça permettra quand même de vous amener à pouvoir bien comprendre l'essentiel des résultats qu'on a eus dans le cadre du projet. Quelques mots très rapidement sur la méthodologie. Donc, pour étudier les erreurs fréquentes, au départ, on a colligé les textes de 98 élèves. C'est un petit corpus, mais il faut comprendre qu'on corrigeait avec l'équivalent du guide de correction de l'épreuve ministérielle de 5e secondaire. On voulait vraiment voir, sans référence au programme d'études, quelles sont les erreurs qui sont faites. Donc, on a codé les erreurs sur le plan de 142 types d'erreurs possibles. Donc, c'est un codage très long, ce qui fait qu'on a travaillé avec un plus petit corpus d'élèves. Pour décrire les pratiques spontanées, on a observé 24 élèves à l'écran dans des séances d'écriture d'environ 3 heures. Et puis, on a observé leurs opérations. On a construit une guide de codage qui a émergé finalement de ce qu'on observait, qui a compté au final 39 opérations, 39 types d'actions différentes qu'ils posaient. Et on a codé ces 24 vidéos-là à 2 reprises. Donc, une fois pour concevoir le guide et une autre fois quand on avait une grille rigide pour pouvoir avoir un codage qui était le plus consistant possible. Pour le développement des stratégies, je ne vais pas entrer dans les détails beaucoup aujourd'hui, mais on s'est appuyé, comme je vous le disais tout à l'heure, sur les erreurs fréquentes, sur aussi la description de ce qui se passait à l'écran pour pouvoir concevoir les stratégies avec des allers-retours avec les milieux de pratique, puis plusieurs mises à l'essai partielles également. Et puis, quand on a une version fixée, on a mis à l'essai ces stratégies-là pendant une période d'1 année auprès de 223 élèves au final, qu'on a observé à 3 reprises. Et à chaque fois qu'on les observait sous 2 conditions, c'est-à-dire surtout au temps 2 et 3. Une première fois, quand ils écrivaient leur texte et qu'ils se révisaient de façon autonome, et après, donc dans un deuxième temps, quand ils se révisaient avec les outils numériques. Donc, on a eu 2 corrections de chacun de ces textes-là. Et on a également observé un plus petit nombre d'élèves, donc 9 élèves aux 3 temps, pour voir comment leur pratique changeait. Et c'est ces résultats-là que je m'apprête à vous présenter.
Objectif spécifique 1, donc les erreurs fréquentes, quelles sont celles qui sont commises par les élèves lorsqu'on les amène à travailler à l'écran. Le graphique que vous voyez actuellement est à peu près impossible à visualiser à distance, c'est volontaire. Je voulais vous montrer en fait l'étendue des types d'erreurs qui étaient possibles de constater dans les copies, donc 142 types d'erreurs. Mais quand on résume ce que vous voyez dans les barres bleues qui représentent la fréquence des erreurs observées par type, bien, on constate que 80,6% des erreurs qu'on a repérées dans le total des copies sont associées à seulement 32 types d'erreurs, donc 22% là, de notre cahier qui comprenait tous les types d'erreurs. Donc, c'est vraiment une distribution qu'on appelle là, de type Pareto, là, où 80% des observations sont liées à 20% de phénomènes d'un corpus. Donc, on voit vraiment que les élèves, finalement, vont commettre des erreurs qui sont peu variées en nature, mais qui sont très fréquentes dans certains phénomènes très, très, très ciblés. Et quels sont ces phénomènes-là? Si on zoome un petit peu sur le graphique que je viens de vous montrer, sur les quelques 15 à 20 sources d'erreurs les plus fréquentes, bien, on voit que c'est varié. Il y a des erreurs d'orthographe grammaticale, de syntaxe, d'usage et de ponctuation qui touchent autant les homophones, l'accord des verbes conjugués, au point de vue de la syntaxe, la concordance, cohérence des temps, des lettres manquantes dans les mots, des mots manquants dans les phrases, et ainsi de suite. Donc, beaucoup d'erreurs qui sont pas des règles de grammaire assez pointues, mais qui sont des phénomènes plutôt réguliers. Donc, on observait vraiment que ces types d'erreurs-là, là, je les lis pas tous, étaient des erreurs très, très fréquentes chez les élèves. Donc, c'était une bonne nouvelle pour nous parce que ça impliquait qu'on allait pouvoir faire des stratégies pour travailler sur un petit nombre d'erreurs tout de même. Quand on observait aussi les garçons et les filles, ce qu'on constatait, c'était bon, la partie du haut dans le graphique que vous voyez actuellement, ça représente l'histogramme des erreurs commises par les filles. On voyait évidemment que la distribution était plutôt vers la gauche, donc ce qui veut dire que les filles commettent moins d'erreurs. Elles sont vraiment, donc, on a un peu moins de variété dans la répartition des résultats, ce qui veut dire évidemment que les filles, généralement, vont produire essentiellement entre 0 et 20 erreurs pour la plupart d'entre elles, alors que chez les garçons, on voit que c'est beaucoup plus disparate, cette distribution-là. On a entre 0 et 55 erreurs et on a vraiment bon, des nombres plus équivalents de garçons dans chaque créneau, si on peut le dire comme ça. Donc, ce qu'on observe, c'est vraiment moins d'erreurs, règle générale, dans les textes des filles, où on voit des performances plus uniformes, puis des performances beaucoup plus disparates, puis généralement un peu plus faibles chez les garçons également. On constatait la même chose dans les deux textes. En fait, ce que je vous présentais avant, c'était on a fait écrire des textes de genre différents aux élèves pour observer ce qui se passait tant dans un texte un texte courant qu'un texte à dominante littéraire. On leur a fait écrire une suite de récits, un résumé critique. Et tant dans le résumé critique que dans la suite du récit, la tendance suivait à peu près la même. Donc, généralement, moins d'erreurs chez les filles, avec des performances qui se ressemblent plus d'une personne à l'autre, alors que chez les garçons, on voyait une étendue des résultats qui était plus grande, avec des nombres d'erreurs plus élevés, règle générale. Donc, le genre avait sans doute un effet, mais il n'était pas le genre textuel, mais il n'était pas cet effet-là particulièrement marqué. La tendance demeurait la même. Donc, objectif spécifique 1, ce qu'on peut en retenir, un nombre minime de cas langagiers, de faits de langue vont expliquer une grande majorité des résultats, des erreurs commises par les élèves, ce qui nous permettait, nous, dans les stratégies à concevoir, sur lesquelles on reviendra à l'objectif 3, d'intervenir sur un plus petit phénomène, un plus petit nombre de phénomènes. Objectif spécifique 2, je vous rappelle que ce qu'on a voulu faire ici, c'était d'observer ce que les élèves faisaient à l'écran quand on leur a demandé d'écrire ces deux textes-là à l'an 1 du projet sans leur donner quelque formation que ce soit. Donc, on voulait voir exactement comment ils travaillaient à l'ordinateur. On a donc fait un codage émergent, c'est-à-dire qu'on a observé ce que les élèves faisaient, on a construit une grille de codage, puis on a tenté de repérer ce qui se passait à l'écran quand les élèves s'auto-corrigeaient. Encore une fois, on avait une grille là, qui comportait 39 codes et ce qu'on a remarqué encore une fois, c'était qu'un petit nombre d'opérations, donc 6 opérations, regroupaient 80,6% des observations qu'on a faites, des opérations que les élèves ont posées. Et ce qui était vraiment dominant dans ce que les élèves ont fait, c'est la grande barre que vous voyez tout à gauche, les corrections spontanées. Donc, on voyait que les élèves allaient directement au point du curseur sans consulter quoi que ce soit, voir eux-mêmes qu'il y avait une erreur, la corriger sur le champ et continuer à écrire. Donc vraiment, c'est l'équivalent finalement sur papier de prendre sa gomme à effacer, d'effacer une lettre puis de la rajouter à la main par la suite. Là. On voyait cette espèce de tendance-là qui était de faire des corrections vraiment spontanées au point d'insertion, là où le curseur se trouvait. Dans une moindre mesure, on voyait des corrections rétroactives. Donc, l'élève n'utilisait pas les diagnostics fournis par le traitement de texte, allait voir un mot qui était problématique de lui-même, allait le corriger, mais dans les lignes précédentes qu'il avait déjà écrites avant. Donc ça, on constatait qu'il y avait ça fréquemment quand même, ce type de correction-là.
On les voyait également surligner ou mettre en surbrillance des passages du texte, parfois de façon éphémère, donc de vraiment sélectionner le texte puis de relâcher le curseur, de faire de la suppression lexicale, donc le quatrième code que vous voyez à partir de la gauche, donc d'effacer des mots. Et dans une vraiment moindre mesure, d'utiliser c'est là qu'on commence à voir des opérations où la rétroaction du numérique est plus sollicitée. On les voyait utiliser les soulignements d'antidote et les soulignements fournis par Word pour pouvoir repérer des erreurs. Donc, c'était ce qu'on trouvait de plus stratégique spontanément, comme comportement spontanément déployé par les élèves. Donc, on n'est pas dans une stratégie de révision qui semblait réfléchie, une stratégie globale qui semblait réfléchie ou détaillée du côté des élèves. On voyait vraiment que c'était plutôt une utilisation sporadique, puis presque accidentelle de certains outils. Donc là, ce que vous voyez, bon, c'est justement le descriptif des principaux codes qu'on voyait, ce que je vous ai présenté à l'oral, et puis qui permettait pas de voir forcément le déploiement d'un code d'autocorrection, d'un protocole d'autocorrection, d'une stratégie délibérée de correction à l'écran où les outils numériques seraient utilisés énormément. On a également analysé ces données-là selon une analyse par cluster pour voir est-ce qu'on peut dégager des profils à partir des données qu'on avait. C'est une analyse qu'on a menée de façon statistique qui était aussi exploratoire. On s'entend, on n'a pas des grands nombres d'élèves dans ces données-là, donc on a fait l'analyse de façon complémentaire pour explorer quelle structure on pouvait voir dans nos données. Il y avait 3 profils qui semblaient émerger, donc il faut y aller avec prudence, il faudrait les valider dans d'autres travaux de recherche. On voyait le profil des correcteurs ou des correctrices assistées où les élèves vont aller réécrire certains passages d'eux-mêmes, vont s'appuyer un peu sur les outils numériques de rétroaction, puis vont mettre en forme leur texte, donc pour le rendre plus esthétique, mais de façon plus occasionnelle. C'est ce qu'on voyait régulièrement. Donc, réécriture spontanée, quelques appuis sur des outils, puis un peu de considération esthétique, mais pas de stratégie où on utilise de façon avancée beaucoup d'outils numériques. On avait à l'autre opposé du spectre le profil qu'on appelle celui des scripteurs et scriptrices peu engagés. Donc, ces élèves-là n'utilisent à peu près pas les fonctions du numérique et vont faire très peu d'interventions qui sont liées à l'organisation du texte. Donc, vont essentiellement balayer le texte, peut-être corriger quelques erreurs, mais vont vraiment passer très rapidement. C'est les personnes chez lesquelles on pouvait constater davantage qu'un texte terminé à l'écran semblait être un texte déjà révisé, finalement. Et on a également le profil des réviseurs, chercheurs, chercheuses. Donc, chez ces élèves-là, on voyait vraiment une stratégie qui était plus développée, ou en tout cas, je vous dirais, une considération, une utilisation plus grande des outils numériques. On consultait beaucoup d'outils de référence numérique, par exemple des dictionnaires en ligne, le moteur de recherche pour trouver de l'information de nature linguistique. Ils recherchaient de l'information sur les contenus des textes de départ qu'on leur proposait pour lancer l'écriture, pour mieux comprendre. Et il y avait vraiment une focalisation sur l'organisation de l'information également dans leur texte. Donc, chez ces élèves-là, on voyait vraiment une pratique de révision qui était vraiment plus structurée, une pratique aussi d'autocorrection qui était vraiment plus développée. Mais évidemment, donc, plus petit nombre d'élèves. On avait 3 élèves qui étaient regroupés dans ce profil-là, 11 élèves dans celui des correcteurs, correctrices assistées, et puis 7 élèves du côté des scripteurs, scriptrices peu engagés. Donc, 3 profils émergents qui se dégageaient de ce qu'on a pu observer, je vous dirais, donc qui nous donnent un peu certaines indications sur la façon d'utiliser les technologies du côté des élèves. À partir de ces données-là, donc à partir du panorama des erreurs les plus fréquentes, puis des gestes qu'ils posent à l'écran pour se réviser, on a pu ensuite travailler à concevoir les stratégies de révision-correction. Ce qu'on a fait, c'est vraiment qu'on a observé des erreurs qui revenaient assez fréquemment. Vous voyez donc dans la colonne erreur le type d'erreur qu'on avait vu qui était qu'on utilisait à partir du guide de correction ministérielle de l'épreuve de 5e secondaire. Le rang, c'est évidemment la fréquence à laquelle ces erreurs-là survenaient chez les élèves. Et on a procédé à certains regroupements qui permettaient justement de concevoir une stratégie qui amènerait l'élève à intervenir sur des cas d'erreur qu'on voyait dans les copies, qui figuraient essentiellement dans les 25 à 30 premiers rangs. Il y a certains types d'erreurs qui nous semblaient plus difficiles d'opérationnaliser. On va y revenir dans les conclusions qu'on n'a pas considérées pour les stratégies, qu'on aurait pu considérer, mais on a choisi, je vous dirais, une approche très pragmatique. On a voulu faire des regroupements d'erreurs qui étaient parmi les plus fréquentes et pour lesquelles on voyait plus facilement des retombées potentielles du numérique ou une pertinence du numérique à tout le moins. Donc, on a conçu 7 stratégies au départ. Corriger l'orthographe lexicale des mots, qui relevait vraiment de l'orthographe d'usage.
En orthographe grammaticale, accorder le verbe avec le sujet de la phrase, puis accorder déterminant et adjectif avec le noyau du GN. On a également fait une stratégie qui était bien écrire le son « et », donc pour les terminaisons verbales homophones, le « e »,« e »,« r »,« z ». Donc, on a travaillé en orthographe grammaticale ces trois éléments-là. En syntaxe, on a ciblé 2 blocs d'erreurs, donc identifier un mot manquant ou en trop, donc pour voir s'il y avait des mots oubliés dans la phrase ou des redondances. Également, l'organisation adéquate des idées dans des phrases graphiques. Donc, comment découper nos phrases syntaxiques, comment faire des regroupements qui soient pas de longues énumérations de phrases syntaxiques dans une même phrase graphique. Donc, c'était la stratégie qui était, je vous dirais, la plus complexe, celle-là, au point de vue là, des outils utilisés, puis au point de vue du niveau d'analyse qui était requis de la part des élèves. Et puis, la stratégie qui touchait à la ponctuation, c'était vérifier la présence de la virgule liée au complément de phrase. Donc, ce sont là, les stratégies du corpus qu'on a construit. Chaque stratégie était conçue en 3 temps, donc il y avait une phase de correction autonome. Donc, il faut imaginer un peu dans la phase de correction autonome qu'on amène l'élève à répliquer en quelque sorte ce qu'il ferait sur papier, donc un code d'autocorrection qu'il faisait sur papier, à le faire à l'écran avec des méthodes qui étaient adaptées, qui étaient transposées pour l'écran, et forcément qui étaient différentes de ce qu'on ferait à la main. Il y avait une deuxième phase dans chaque stratégie qu'on appelait la correction assistée, où là, on ajoutait vraiment des outils numériques qui nous ont semblé pertinents pour venir amener l'élève à réviser sa correction autonome, peut-être à diagnostiquer plus de cas, à repérer plus d'erreurs à l'aide de la rétroaction que le numérique fournissait. Et à la fin, il y avait une phase de bilan de l'utilisation où on amenait l'élève à réfléchir à l'écart entre les erreurs repérées à la correction autonome puis à celles qu'il repérait à la correction assistée. Donc, c'était l'intention qu'on avait au départ. Si je prends un exemple pour la syntaxe, identifier un mot manquant ou en trop, mais dans la correction autonome, là, vous voyez à droite la fiche qu'on a conçue puis que l'élève avait pour pouvoir exécuter la stratégie, l'appliquer. On demandait de souligner les signes de ponctuation forte, donc point d'interrogation, point d'exclamation, point final de phrase, et puis aussi de souligner les mots de négation pour s'assurer finalement que bon, on avait effectivement mis fin à toutes les phrases graphiques, puis qu'on n'avait pas oublié de mettre les négations là, par paire, nos adverbes de négation ensemble. Pour la correction assistée, on les amène dans un premier temps à utiliser la lecture à voix haute dans Word, donc d'entendre son texte être lu. Question de pouvoir voir si justement à l'oral, quand on entend une lecture de son texte, il n'y a pas des mots qui manquent. Également de prendre en considération les soulignements rouges et bleus dans Word, là, parce que les élèves, évidemment, ont vraiment besoin, c'est ce qu'on remarquait, de retirer ces couleurs-là qui les dérangent à l'écran. C'était pas immédiatement pertinent pour l'identification des mots manquants ou en trop, mais on l'a inséré dans la séquence parce que pour les élèves, ça semblait vraiment quelque chose d'assez important. Par la suite, dans la correction assistée, on les amenait à utiliser le filtre négatif dans Antidote pour aller passer en revue les phrases négatives, s'assurer de forme négative pour s'assurer qu'elles soient bien construites. Et dans le bilan de l'utilisation, la toute fin, c'est une étape plus rétrospective. On amenait les élèves à comparer l'écart entre les erreurs qu'ils avaient pu repérer d'eux et d'elles-mêmes, puis celles qu'ils ont pu repérer à l'aide de l'ordinateur à la fin de la démarche. Donc, ces 7 stratégies-là, on a conçu des fiches pour guider les élèves. Il y avait des vidéos également que je ne peux pas vous présenter aujourd'hui qui permettaient de présenter, en fait, à l'élève de prendre conscience du fonctionnement de la stratégie. Puis, il y avait aussi un modelage qui était fait en vidéo assez long également pour que l'élève puisse voir de quelle façon ça se passait puis quelle est la façon idéale de l'appliquer. Ça permettait aussi de faciliter l'enseignement puis pour l'enseignant, l'enseignante qui était en charge de la classe, d'avoir des outils qui venaient soutenir l'enseignement. Donc, avec ces outils-là, ces versions définitives-là, une fois qu'elles ont été validées, on les a mises à l'essai en classe pendant une période d'1 an dans plusieurs écoles, en classe de première secondaire toujours. Et on a utilisé des tâches d'écriture pour faire ça qui étaient les mêmes qu'à la première année. Donc, on donnait un texte de départ aux élèves qui devaient en faire un petit résumé critique donc pour produire un texte qui était un texte courant. Et aussi, ils devaient produire une fin ou une suite à ce récit-là pour produire un texte à dominante littéraire. On voulait observer si les performances des élèves variaient selon le genre. Donc, je vous présente maintenant le cœur du projet, les résultats sur quand on a utilisé ces stratégies-là, qu'est-ce qu'on a pu repérer. Donc, le graphique que vous voyez là résume un peu, je vous dirais, la tendance générale. Vous avez, pour les 2 courbes orange et bleu, là, donc chaque courbe représente un genre textuel, donc la suite du récit en orange et le résumé critique en bleu.
À la gauche complète du graphique, vous voyez temps 1 initial, ça c'est au tout début de l'année scolaire. On a une seule prise de données à ce moment-là. On a amené les élèves un peu comme à l'an 1 à produire les textes à l'ordinateur sans qu'on les ait formés encore. On voulait voir quel était le point de départ de cette cohorte-là. Donc, ce qu'on remarquait en moyenne, là, tout genre de l'élève confondu, on avait 17,42 erreurs tous les 100 mots pour les suites du récit et on avait 14,82 erreurs pour tous les 100 mots pour le résumé critique. Quand on arrive au temps 2, donc les deux autres points là, sur l'axe horizontal, pré-test et post-test, là, on venait d'introduire le numérique, on venait d'enseigner les stratégies aux élèves. T2 pré-test, donc le deuxième point sur les courbes, c'est vraiment le moment où l'élève, on lui a fait appliquer la partie de correction autonome. Il n'utilisait pas les outils comme Word, comme Antidote techniquement, s'il a bien respecté les consignes. On amenait vraiment l'élève à annoter le texte, à retirer des erreurs, puis on en a fait une première correction par la suite. Donc, avec cette autocorrection-là numérique, en quelque sorte, sans rétroaction des outils, les élèves commettaient un petit peu moins d'erreurs, mais c'était quelque chose qui était vraiment là, à peine notable là, dans le cas de la suite du récit, 16,76 erreurs plutôt que 17,42, puis 11,77 erreurs là, dans le résumé critique. Là, c'était moins, effectivement, on diminuait de façon plus marquée. Par contre, puis là, c'est le troisième point de l'axe horizontal, T2 post-test, on a recorrigé les textes après la correction assistée par l'ordinateur. Et là, à ce moment-là, on voit que l'outil a un impact marqué. Donc, le recours aux outils numériques, aux correctiels, venait vraiment faire chuter de façon draconienne le nombre d'erreurs dans les textes. On passait là, de 16, presque 17 à environ 10 tous les 100 mots, puis de 12 plus ou moins à 8 là, tous les 100 mots. Donc, on voit que l'outil a un effet assez marqué. On a répliqué cette méthodologie-là au temps 3. Donc là, ce qu'on voyait, c'était qu'effectivement, les niveaux d'erreur à la correction autonome étaient déjà moindres, donc 14,5 environ pour la suite du récit, 11,7 pour le résumé critique. Puis encore une fois, quand on passe à la correction assistée, on voit qu'il y a une chute qui est assez importante. Donc on passait d'environ à 8 erreurs pour tous les 100 mots pour la suite du récit, puis environ à 6 erreurs pour le résumé critique. Donc, ce qu'on voit, c'est que le nombre d'erreurs diminue, oui, après l'introduction des stratégies, mais essentiellement quand les élèves utilisent les outils numériques, pas forcément lorsqu'on leur demande de faire une autocorrection, la phase d'autocorrection plutôt autonome dans chacune des stratégies. Donc, on voit déjà poindre, je vous dirais, un effet de l'outil plus qu'un effet de la stratégie. Et est-ce qu'elle développe la compétence à écrire? Est-ce qu'elle développe la compétence à écrire ces stratégies-là? Ce que vous voyez actuellement, c'est le genre de l'élève. Cette fois-là, donc filles et garçons, on a comparé les moyennes globales dans des deux textes confondus au temps 1, 2 et 3. Ce qu'on voit ici, c'est qu'une amélioration au temps 1, donc au tout début, un nombre d'erreurs qui est plus grand, une diminution au temps 2 global, puis je dirais une diminution, presque un maintien au temps 3. Donc, ce qu'on constatait effectivement, c'est que du temps 1 au temps 3, entre le début et la fin du projet, il y a vraiment une amélioration qui était nette. Entre le temps 1 et le temps 2, on voyait vraiment qu'il y avait une diminution qui était statistiquement significative. Mais entre le temps 2 et le temps 3, une fois qu'on a introduit les stratégies, on ne voit pas de différence marquée entre ces temps-là. Autrement dit, l'introduction des outils, des stratégies fait une différence, mais une fois qu'elles sont introduites, d'un point de contrôle à l'autre, d'une utilisation à l'autre, on n'a pas pu détecter avec notre méthodologie de recherche une différence qui était plus marquée. Peut-être qu'elle existe, mais avec le dispositif et les conditions dans lesquelles on a pu utiliser les stratégies, nous, on n'a pas pu la détecter à tout le moins. Et puis, est-ce que les outils permettent de retirer plus d'erreurs? On a comparé cette fois-là les temps 2 et 3 seulement avec l'ordinateur, avec le numérique. On a comparé le pré-test et le post-test. Donc, on a vraiment vérifié en correction autonome et puis en correction assistée. Est-ce qu'on voyait une diminution du nombre d'erreurs? Effectivement, ce qu'on voyait, c'était que les textes corrigés avec les outils comportent vraiment moins d'erreurs que les textes qui sont corrigés sans rétroaction numérique. Donc, ceux qui sont corrigés avec l'autocorrection seulement, sans le recours à Antidote, à Word, puis à toute la panoplie d'outils qu'on amenait les élèves à utiliser, cette correction manuelle-là, si je peux le dire comme ça, amenait pas le retrait d'un nombre significatif d'erreurs. Donc, ce qu'il faut garder en tête, je vous dirais, pour l'objectif 4, c'est vraiment un nombre d'erreurs qui diminue, oui, mais grâce à l'outil essentiellement. Et dernier objectif spécifique, on a comparé les élèves quand on leur a enseigné les stratégies de révision-correction. Que se passait-il exactement? Est-ce que leur pratique changeait? Encore une fois, ce qu'on observait, c'était une concentration, le nombre d'observations qu'on faisait
finalement concernaient un nombre réduit de phénomènes. On voyait encore les élèves faire beaucoup de corrections autonomes, donc d'aller eux-mêmes retirer des erreurs là où leur curseur se trouvait, et parfois des corrections assistées, comme on les a appelées, donc c'est-à-dire que l'élève voyait un surlignement rouge ou un soulignement rouge de Word, consultait pas vraiment la recommandation, la rétroaction offerte par le traitement de texte, mais allait lui-même tenter une correction jusqu'à ce que le soulignement disparaisse finalement. Donc, on pouvait voir qu'il y avait ce type de correction-là qui était vraiment nos deux observations dominantes. On a vu également que les élèves utilisaient certains réviseurs correctiels davantage, donc ça revenait vraiment plus fréquemment que ce qu'on avait vu à l'an 1 du projet. Donc, on leur a enseigné comment se servir d'antidote, du traitement de texte, et ils arrivaient à s'en servir un peu plus rapidement, je vous dirais. Donc, ça, on voyait quelque chose qui arrivait plus tôt dans le processus, plus fréquemment du moins. Des ajustements typographiques, puis sinon du surlignage, encore une fois, plus éphémère qui restait là. Donc, essentiellement, les élèves, ils ont utilisé les outils automatisés, mais les filtres qui nous auraient permis, comme enseignants, de faire vraiment un usage plus réfléchi, plus critique du traitement de texte, n'étaient pas forcément parmi les outils les plus utilisés par les élèves, qui préféraient nettement s'en remettre à un réviseur qui propose des corrections. Donc, je vous dirais que voilà, c'est un petit peu ce qu'on a pu voir de ce côté-là. Pour les profils d'élèves, on a encore une fois analysé ces données-là par cluster pour être capable de voir s'il se dégageait des profils. Mais là, c'est vraiment à titre vraiment exploratoire parce qu'on a un tout petit nombre d'élèves. Donc, ces analyses-là, je vous les présente parce qu'elles me semblaient converger un peu vers les autres qu'on avait. C'était pas inintéressant. Donc, point de vue méthodologique, c'est vraiment à prendre avec prudence. On voyait ressortir encore une fois un bloc principal de correcteurs qu'on appelait minimalistes. Donc, des élèves qui utilisent des outils de vérification orthographique du traitement de texte, mais qui ne consultaient pas Usito, dont on enseignait l'utilisation dans les stratégies. Donc, vont vraiment aller voir des soulignements rouges, mais c'est à peu près tout, je vous dirais. Ils vont les considérer, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas forcément lire en détail les recommandations, mais vont s'appuyer sur les petites vagues rouges, par exemple, pour aller tenter une correction. Donc, ils passent très rapidement. On a vu c'était 6 élèves là, dans des 9 qu'on observait aux 3 temps. Les correcteurs, correctrices autonomes, cette fois-là, utilisaient des fonctions du traitement de texte, mais bon, vont se limiter surtout à ils vont utiliser certaines fonctions comme le dictionnaire des synonymes, par exemple, dans le traitement de texte, mais vont pas forcément utiliser beaucoup les outils de vérification, donc vont passer par-dessus ou juste ignorer les recommandations. Puis ils vont plutôt aller voir faire des vérifications orthographiques dans Usito, et non pas Usité, là, comme c'est écrit sur la diapo. Là, c'est le correcteur de mon traitement de texte qui a fait une erreur. Et on a vu chez un élève seulement, donc peut-on vraiment parler d'un cluster plus ou moins? C'est plutôt un cas particulier, mais qui nous donnait quand même un peu d'espoir de le voir émerger à d'autres moments. Donc, des réviseurs, chercheurs qu'on appelait méticuleux, qui, eux, vraiment croisaient cette personne-là, plutôt, croisaient vraiment plusieurs outils, donc des vérifications orthographiques dans Word, dans Antidote, dans Usito, utilisation des filtres également. Donc, on avait une stratégie qui utilisait beaucoup plus de moyens, je vous dirais, pour arriver à faire la correction du texte. Donc, un seul élève, par contre, c'était l'exception pour cet élève-là. On peut voir quand même une forme de correspondance entre les deux profils dont j'ai parlé à l'an 1 et à l'an 3. Nos scripteurs, scriptrices peu engagés, puis nos correcteurs, correctrices minimalistes ont davantage une posture de vérificateur, de vérificatrice. C'est-à-dire qu'ils vont faire des corrections de surface, vont accepter ou vont finalement s'appuyer sur les outils de correction automatisés, mais vont vraiment davantage finalement appliquer les changements qui sont suggérés à partir du traitement de texte. On aurait un deuxième niveau qui s'apparente davantage à une approche de correcteur-correctrice où on va réviser la langue, on est davantage dans de la mécanique de la grammaire de la phrase. On va utiliser certains outils pour arriver à retirer des erreurs, mais on va pas forcément faire une relecture en profondeur du texte ou un travail où on croise plusieurs outils puis où on va vraiment déployer une stratégie de correction avancée. Et on retrouve quand même un profil plus de réviseur au sens de réviseur linguistique là, chez certains élèves, où là, vraiment, on a l'utilisation des corrections en profondeur, on retouche au texte, on retouche à l'organisation de l'information, on utilise une multitude d'outils de correction pour arriver à faire un travail qui va être une révision qui va être plus avancée, plus productive. Donc, quelles sont les retombées de ces résultats de recherche-là qui sont, bon, évidemment, qu'on aurait espéré plus probants, on aurait espéré avoir un impact plus grand des stratégies, mais c'est quand même riche d'enseignements ce qu'on a pu retirer comme conclusion du projet. Évidemment, la chose principale qui me reste en tête au terme de ce projet-là, c'est que l'écriture numérique, c'est une écriture, pardon, pas une écriture là, qui appelle un enseignement spécifique. On a des erreurs qui sont concentrées, donc des erreurs qui concernent certains faits de langue et non pas une multitude de règles. On a des outils qui ont un potentiel réel. On a bien vu que les outils permettent de retirer des erreurs. Donc, le potentiel de l'outil est vraiment là.
Mais l'outil fait pas la compétence. C'est ce qu'on retient également. Donc, l'outil permet de corriger le texte, mais l'élève, en fait, s'il n'y a pas accès, va pas forcément devenir plus compétent parce qu'on le met à l'ordinateur, là. Donc, les usages demeurent extrêmement hétérogènes, ce qui nous permet, en fait, de voir et de deviner, de pressentir que l'écriture numérique, on doit l'enseigner. C'est pas quelque chose qui est inné, c'est pas quelque chose qui est spontané, c'est une pratique scolaire qui appelle, en fait, un apprentissage spécifique. De façon plus concrète, dans les premières retombées, mais celle-là, je vous dirais qu'elle n'a pas trait au numérique, mais elle a trait vraiment à la grammaire de façon générale, l'importance de cibler ce qui compte en classe. Donc, on voyait qu'on a 80% des erreurs qui concernent 22,5% des types d'erreurs possibles. Donc, on doit faire une priorisation didactique pour être capable de travailler vraiment les phénomènes qui causent des problèmes et consacrer moins de temps aux exceptions. Donc, tout ne se vaut pas, là. Il y a des difficultés qui pèsent plus lourd dans le parcours des élèves. Enseigner des gestes numériques. Oui. Excusez-moi, oui, je fais ma petite gardienne du temps juste pour vous signifier qu'il reste un petit 2 minutes. Excellent. On va faire ça rapidement. On est presque arrivé au bout. Donc, enseigner les gestes numériques, évidemment, les outils ne sont pas utilisés de façon égale par les élèves. Certains cherchent, certains corrigent localement, d'autres s'engagent peu. Donc, on aurait tout intérêt à définir ce que les élèves doivent pouvoir faire avec le numérique. Et puis, il faut enseigner leur utilisation. Déterminer aussi l'outillabilité, c'est un petit peu de cette façon-là qu'on l'a nommé. Certaines erreurs, on a beaucoup d'outils pour permettre de les repérer, d'autres beaucoup moins. Donc, on peut effectivement structurer par palier, par certains types d'erreurs où on a beaucoup de sources d'appui numérique, on aura intérêt à travailler peut-être des stratégies puis à enseigner ces stratégies-là aux élèves. À d'autres moments, il y a des erreurs, entre autres syntaxiques ou lexicales, qui sont beaucoup plus difficiles à repérer avec les ordinateurs, avec les outils de révision-correction. Donc, à ce moment-là, on va devoir quand même former le jugement de l'élève, puis s'appuyer sur un peu moins d'outils. Créer des conditions propices à une culture du numérique, c'est l'autre tombée. Je vous dirais que ça, on pourrait en parler un peu assez longuement, mais pour arriver à développer la compétence numérique, il faut que le numérique ne soit pas l'exception en classe. On a rencontré dans les milieux où on est allé beaucoup de configurations différentes qui posaient parfois problème. Donc, assurer les conditions d'accès adéquates au numérique, bien évidemment, si on veut multiplier les situations d'écriture numérique, il faut que l'environnement soit propice, ce qui n'est pas le cas dans chacune des écoles et dans chaque école du Québec actuellement. Puis en dernier, bien évidemment, mettre en place un accompagnement différencié. Il y a des élèves nos réviseurs, correcteurs méticuleux dont je parlais tout à l'heure, avec très peu d'intervention, vont être capables vraiment d'utiliser les stratégies de façon très rapide, de croiser des outils, d'être très autonomes là-dedans. Pour d'autres élèves, le passage, en fait, la correction va être très, très, très rapide. Et puis, on a intérêt à les encadrer davantage. Puis on retenait de ça qu'il y a 4 actions qui nous semblent structurantes pour la suite des choses. En premier, si on résume ça, équiper, donc assurer un accès fiable et fonctionnel aux outils, à la connexion Internet, aux ordinateurs, mais aussi plus simplement des fois aux prises électriques dans les classes pour qu'on puisse brancher les ordinateurs sans qu'il y ait de danger pour la santé et sécurité. Donc ça, c'est le premier niveau, je vous dirais. Faut équiper. Si on n'équipe pas, il n'y a pas de compétences numériques possibles. Baliser, évidemment, donc définir c'est quoi nos attentes par rapport à la révision-correction numérique. Qu'est-ce que les élèves devraient pouvoir faire à chaque année du secondaire? Former, bien sûr, enseigner une utilisation critique de ces outils-là, montrer aux élèves quoi faire de la rétroaction qui est donnée par les outils. Puis, bien sûr, pour l'évaluation, faire une réelle place à l'écriture numérique dans l'évaluation, parce que sinon, ça agit un peu comme une muraille si l'évaluation se passe de façon strictement manuscrite. Pour les élèves, pour les milieux de pratique, c'est moins tentant de vouloir intégrer des stratégies d'écriture numérique. Je me permets de laisser cette diapositive-là quelques instants à l'écran pour remercier ces personnes-là qui sont des professeurs et des collègues avec qui j'ai pu travailler sur le projet de recherche à un moment ou à un autre. Il y a eu du mouvement, mais les gens ont donné du leur dans ce projet-là. Émilie Cousineau et Mohamed Zagloul aussi, qui ont été des 2 assistants de recherche avec lesquels on a beaucoup travaillé dans le cadre du projet, qui ont fait un travail de moine par moment. Donc, je les remercie vraiment chaleureusement. Sonia Blouin aussi, avec qui j'ai travaillé au Récit national, qui a été d'une grande aide puis qui a été de très bons conseils également. Puis toute une équipe d'enseignants, enseignantes, de conseillers pédagogiques dans les écoles, sans qui, en fait, ce projet-là, qui a été par moments parsemé d'embûches, n'aurait pas été possible. Je les remercie de leur ouverture, de leur collaboration, puis de leur sens critique. Et évidemment, merci au Fonds de recherche pour le ministère de l'Éducation aussi pour le soutien financier qui nous a permis de faire ce projet de recherche-là. Voilà. Sur ce, on va quitter un tant soit peu l'univers numérique pour se tourner vers l'univers de la littérature jeunesse avec un projet de recherche qui s'appelle
La littérature jeunesse, une ressource pour articuler l'enseignement de la lecture et de la grammaire au premier cycle du secondaire. Donc, on reste quand même dans l'univers du secondaire, mais vers les plus jeunes, secondaire 1 et 2, cette fois-ci avec notre chercheur, M. François Vincent, que je vous présente à l'instant. Alors, M. Vincent est professeur en didactique de la grammaire à l'Université du Québec en Outaouais. Lui, il s'intéresse aux retombées des approches didactiques faites pour l'enseignement de la grammaire. Il s'intéresse à l'articulation entre les activités de lecture, d'écriture et de grammaire à l'aide de séquences planifiées. Puis, vraiment, ses intérêts, là, ils l'ont amené à travailler sur l'identification et le développement de différentes composantes de la compétence scripturale. Et en général, il s'intéresse à ça là, dans les niveaux d'école primaire jusqu'au niveau d'enseignement supérieur. Dans le cas de ce projet-ci, on s'intéresse à ce que je comprends au secondaire 1 et 2. Alors, Monsieur Vincent, je vous laisse la parole. Puis, donc, si vous me voyez apparaître là ou si j'essaie de vous interrompre de façon diplomate, c'est simplement pour vous dire qu'il vous reste quelques minutes pour qu'on ait vraiment le temps d'échanger avec vous après. Alors, bonne présentation. Parfait. J'essaierai j'essaierai de faire attention au temps que j'utilise pour pas trop dépasser. J'aimerais vous remercier tout le monde d'être ici. Merci de votre intérêt. Quand on fait de la recherche, bien sûr, on a comme objectif de participer à l'avancement des connaissances dans un domaine, mais dans le cas des actions concertées, dans le cas de la recherche en général, c'est sûr que ce qu'on veut, c'est que nos recherches aient des retombées dans les milieux d'enseignement. Et une occasion comme celle d'aujourd'hui, donc cette activité de transfert, nous permet un peu de montrer ce qu'on a fait et souhaitons-le que ça pourra vous s'inspirer pour vos milieux respectifs. Je parle ici de ceux qui sont conseillères pédagogiques, par exemple, dans les centres de services scolaires. C'est une recherche qui a été vraiment une belle expérience. Avec des conclusions qui sont vraiment de manière générale assez positives. Donc, je pense que ça vaut la peine d'en prendre conscience, ne serait-ce que pour peut-être voir comment ça peut vous inspirer. On a reçu un beau canevas pour la présentation et je vais essayer de le respecter en insistant beaucoup sur les résultats de la recherche. Bien sûr, je vais vous présenter minimalement le contexte de la recherche et les objectifs. La recherche a mené à la construction, la co-conception de séquences. Donc, je vais vous présenter là, globalement ces 4 séquences qui ont été conçues. Je vais vous parler des gestes d'enseignement aussi et l'élément sur lequel je voulais insister aujourd'hui, parce qu'on a fait quelques rencontres comme ça de transfert, puis on essaie de se renouveler un peu. Et les derniers résultats qu'on a analysés sont ceux en lien avec le rapport à la grammaire des élèves. Donc, je vais peut-être insister davantage sur cet aspect-là pour arriver avec certaines pistes de solutions et des pistes de recherche pour la suite des choses. Donc, comme le mentionnait Stéphanie, cette recherche de la littérature jeunesse est une ressource pour articuler l'enseignement de la lecture et de la grammaire au premier cycle du secondaire. Dans les faits, oui, la littérature jeunesse, c'est notre socle. Oui, la lecture et la grammaire, c'était notre première réflexion pour l'articulation. Mais dans l'ensemble des cas, l'écriture entre aussi en ligne de compte dans la logique de l'articulation. L'articulation en classe de français, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. En fait, l'articulation existe depuis que la discipline français existe. À partir du moment où on a mis dans une même classe des activités de littérature, lecture, écriture, orale, étude de la langue, lexique, etc., il a fallu réfléchir à la manière dont on les mettait ensemble pour éviter que ça soit juste des enseignements décloisonnés un après l'autre dans le cadre des cours. Donc, présent depuis au moins le 19e siècle, et c'est présent, et on le voit dans les prescriptions institutionnelles des différentes régions francophones, y compris au Québec. Donc, on n'est pas isolé au Québec par rapport aux autres régions, c'est ce que l'on retrouve un peu partout. La relation entre la grammaire et l'écriture, on l'a vu dans la présentation de Pascal juste avant, la relation entre l'écriture et la grammaire est assez évidente. Je vous mets ici des extraits du programme actualisé là, pour le secondaire.
que ce soit dans l'énonciation, par exemple, avec la formulation des idées en respectant la syntaxe, la forme les formes verbales, les temps dominants, le vocabulaire approprié, dans l'encodage avec l'orthographe grammaticale, lexicale, la ponctuation. Donc, ces éléments-là de grammaire se retrouvent en écrit inévitablement. C'est sûr qu'on va en tenir compte. Pour ce qui est de la lecture, quand on regarde les différentes composantes, c'est un peu moins évident. C'est-à-dire que on regarde ici les composantes et puis on peut imaginer que derrière certains éléments, comme par exemple identifier les bris de compréhension, on puisse faire appel à une notion grammaticale, mais on ne le voit pas clairement dans les composantes. Ceci dit, excusez-moi, je suis en l'envers. Quand on regarde là, la description des notions et concepts, oui, on le voit, le lien, il va toujours être là. Je prends un exemple ici avec la grammaire du texte. On parle de donner une attention particulière à la coordination et à la juxtaposition ou encore à la subordination. Et quand on regarde à droite, on voit le petit olé là. Donc, on s'attend à ce que cet élément-là soit abordé en oral, en lecture et en écriture. Mais aborder en lecture, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est-à-dire, est-ce que je vais être en train de lire un texte et là, on va faire, oh, regardez, ici, il y a une coordination, parfait, on passe à autre chose. Ça, c'est une interrelation entre les deux, mais on ne voit pas nécessairement dans un cas comme celui-là, comment est-ce que l'objet grammatical est au service de la lecture. Donc, l'articulation, c'est cette idée-là de faire un lien entre c'est-à-dire prendre l'interrelation entre la langue et le discours, puis l'exploiter volontairement en classe, quand on va planifier, quand on va piloter et quand on va évaluer, pour en faire une connaissance explicite. Donc, choisir des objets de langue au sein des activités de lecture qui ont des retombées sur cette lecture-là. Et il doit y avoir une perspective de va-et-vient qui est à privilégier pour que le texte peut être un élément dans lequel la grammaire a sa finalité pour la lecture ou pour l'écriture et dans lequel la grammaire est utilisée au service du texte, mais aussi le texte au service de la construction de la théorie grammaticale. Donc, on veut que ça aille un peu dans les deux sens et c'est ce qui est à privilégier ici. Dans le cadre de cette recherche, on travaillait avec des équipes de premier cycle et de deuxième, c'est-à-dire de premier cycle du secondaire, en première et deuxième secondaire. Et ce que l'on a cherché à faire, c'est de co-concevoir avec des enseignantes du premier cycle du secondaire des dispositifs didactiques qui exploitaient des œuvres de littérature jeunesse. Et c'était là un des défis importants, c'est-à-dire qu'on voulait prendre les œuvres longues, les œuvres complètes, pas des extraits de texte, mais des œuvres complètes, pour articuler l'enseignement de la lecture, de l'écriture et de la grammaire, de les expérimenter en classe et d'en évaluer les retombées. Donc, cette idée d'œuvre longue, c'est une des caractéristiques. L'autre caractéristique de cette recherche, c'est l'idée de la co-conception, qui est un élément important. On ne voulait pas arriver et dire, ben voilà, appliquer les propositions didactiques et après ça, on va voir que ça fonctionne. Ce qu'on veut, c'est d'être dans des contextes le plus authentiques possible pour comprendre quels peuvent être les freins à cette idée de co-conception de séquences articulées. Donc, on a travaillé avec, je vais être honnête avec vous, un peu la crème de la crème. C'est-à-dire que les enseignantes avec lesquelles on a travaillé sont des enseignantes d'expérience. On avait très peu d'enseignantes qui étaient nouvelles, qui voulaient avoir un petit défi là et renouveler leur pratique. Donc, évidemment qu'on est dans des contextes qui sont favorables. On a 3 conseillères pédagogiques de 3 CSS différentes qui ont travaillé avec nous également et qui étaient présentes dans les différentes rencontres là où on co-concevait les séquences. Donc, c'est un travail qui est quand même assez long. C'est-à-dire que la planification a pris, selon les séquences, entre 5 et 8 rencontres. Donc, c'est des moments où il faut s'arrêter, réfléchir, penser à nos œuvres, etc. Et ça se faisait selon un certain nombre d'étapes, c'est-à-dire que on devait au départ ajuster sa perspective de macro-planification. On ne peut pas arriver comme ça et dire, bon ben voilà, on va être en janvier, on va traiter des subordonnées relatives dans telle œuvre, si c'est pas ce qui est prévu à ce moment-là. Donc, il fallait s'y prendre assez d'avance
et ça a été ça finalement, l'ensemble des séquences se sont déroulées vers le mois de mars-avril de l'année, mais il fallait s'y prendre à l'avance pour réfléchir à ce qui était abordé ou ce qui était prévu à être abordé en lecture, en écriture, en grammaire à ce moment-là. Déterminer l'intention didactique, donc qu'est-ce qu'on veut faire exactement en lien avec les compétences et avec les apprentissages engagés au sein de la séquence. Déterminer le point nodal, c'est-à-dire choisir l'œuvre en question. On choisissait l'œuvre en fonction de notre intention didactique et non l'inverse. Donc, il fallait lire des œuvres et dire, ah oui, je pense qu'à travers cette œuvre-là, on a telle potentialité par rapport à ce qu'on veut vraiment aborder. Donc, il fallait vraiment y aller avec les caractéristiques de l'œuvre, ce qui est un fin travail d'équilibriste là pour trouver à la fois une œuvre qui corresponde à nos besoins, mais aussi qui est en lien avec les objectifs d'apprentissage, en lien avec la grammaire. Choisir une finalité à la séquence. On voulait que ça soit autre chose qu'on finit puis on évalue. Choisir les principales activités au sein de la séquence, déterminer leur ordre et conjuguer l'évaluation à l'intention didactique. Pour ce qui est des activités grammaticales au sein des séquences, il y a un certain nombre de principes là, qui étaient mis de l'avant et qu'on a respectés dans l'ensemble des séquences. Et ces principes-là sont inspirés de ce que principalement Meehl et Jones ont proposé, c'est-à-dire on voulait avoir à la fois des activités qui sont contextualisées pour ce qui est de la grammaire, donc au sein des activités de lecture et d'écriture, et d'autres qui sont structurantes. Mettre en articulation, ça ne veut pas dire d'être toujours en contexte de lecture ou toujours en contexte d'écriture. Il faut en sortir, aller aborder spécifiquement nos contenus grammaticaux et revenir ensuite dans des activités plus discursives. L'utilisation de l'œuvre était notre déclencheur de réflexion. Donc, l'œuvre ne doit pas être qu'un prétexte, elle ne doit pas être instrumentalisée, mais quelque chose qui se passe au moment de la lecture doit être en lien avec nos réflexions grammaticales. Le métalangage devait inévitablement être utilisé. Pour le secondaire, c'est vraiment assez peu un problème, c'est-à-dire que les enseignantes avaient vraiment cette préoccupation-là d'utiliser le métalangage en lien avec les exemples concrets. On voulait avoir une relation entre la notion grammaticale et le potentiel de retomber en lecture et en écriture. Donc, à quoi sert cette notion-là spécifiquement quand je lis ou quand j'écris? Est-ce que je vais pouvoir le réinvestir? On voulait avoir une bonne place pour l'échange et la discussion entre les élèves, un réinvestissement au sein d'activités discursives. On voulait idéalement avoir des activités plus ludiques, créatives, avec de l'expérimentation et la possibilité de prendre des risques. Et finalement, il devait y avoir une rétroaction-évaluation qui prenait en considération l'apprentissage en interrelation. Donc, si on a vu un contenu grammatical en situation de lecture ou en écriture, il fallait que ce même contenu-là soit pris en considération dans l'évaluation. Si j'ai le temps à la fin, là, je pourrais revenir un peu là-dessus. Donc, si je vous présente rapidement les 4 séquences, la première qui a été faite autour d'un roman qui s'appelle « Je ne suis pas une outarde », roman de Sébastien Gagnon, auteur du Lac-Saint-Jean. Ça a été choisi par une équipe au Lac-Saint-Jean. Donc, c'est l'histoire d'une jeune fille là, qui part dans le bois avec son père. Ils s'en vont au chalet et puis ils sont dans leur camion et en cours de route, voilà, le père meurt, crise cardiaque. La jeune fille est seule au milieu du bois, doit s'en sortir. Il y a des méchants pilleurs qui sont là à ce moment-là. Elle doit réussir à trouver une piste de sortie. Bref, un gros thriller qui se passe dans le bois. Et il peut y avoir une certaine complexité à la compréhension du roman dû au fait que pour parler du père, plusieurs expressions sont utilisées, parfois des groupes nominaux, parfois des pronoms, et ça pouvait amener une certaine difficulté de compréhension. Même chose pour le camion qui avait des surnoms, et puis certains élèves n'avaient pas nécessairement compris que ce surnom-là était en lien avec le camion, donc on pouvait utiliser cette idée de reprise de l'information-là au moment de la lecture. Deuxième séquence pour en première secondaire, une séquence de 10 périodes autour de 2 albums jeunesse principalement.
Donc, le premier qui était Sophia et le marchand ambulant, le deuxième, case 144. Les caractéristiques ici et les ouvrages ont été choisis en fonction de ça. C'est qu'on voulait aborder la question du système des temps verbaux et de leur valeur pour assurer la cohérence temporelle dans le texte. Donc, Sophia était une narration faite au présent. Case 144 était une narration faite au passé, ce qui fait qu'on commence avec le marchand ambulant, on regarde ce qui se passe, l'histoire d'une jeune fille qui fait un vœu, qui rencontre le marchand ambulant à tous les jours et qui lui montre sa marchandise qui est en lien avec les sens. Et puis les actions qui se retrouvent dans l'album ne sont pas nécessairement dans un ordre chronologique, et pour comprendre l'ordre des actions et donc mieux comprendre l'album, on peut se fier aux temps verbaux pour essayer de les comprendre. Donc, la pratique qui existait avant, c'était de regarder le petit tableau, regarder au présent, on a présent, futur, passé composé, au passé, on a passé simple, imparfait, futur antérieur, plus que parfait. Juste voir le tableau n'avait aucun espèce d'effet, mais là, de le voir dans une situation concrète, ça rendait le tout beaucoup plus cohérent pour eux. Je rentrerai pas dans le détail de la séquence quand même aujourd'hui, mais juste vous dire que de manière générale, la séquence avait lieu, il y avait des allers-retours entre la lecture, les activités structurantes, et on arrive à la fin, il y avait l'écriture d'un texte narratif où l'élève a vécu une situation significative avec un adulte et dans lequel cette reprise de l'information était réinvesti par l'élève, donc il devait être capable d'utiliser lui-même des groupes nominaux et des pronoms pour reprendre ses personnages. Et pour l'album jeunesse, on a les activités là en lien avec Sophia et le marchand ambulant. Ensuite, on arrive avec la case 144 où on a un peu le même genre d'activité, mais avec la narration au passé, et le tout se terminait par un cercle de lecteurs où ils avaient à discuter de d'autres albums qu'ils avaient lus, se les présenter entre eux et avoir, entre autres, comme critère d'appréciation, le temps verbal utilisé. Donc, il y en a qui aimaient mieux quand c'était au passé, donc au présent, puis ils se permettaient de le mentionner dans leur appréciation. Pour le deuxième secondaire, on a l'album Le Cri de Martine, le roman Le Cri de Martine Latulippe, qui est un peu un classique de littérature jeunesse, où on a une jeune fille qui vit de l'intimidation dans son école et qui doit être en interaction avec toutes sortes de personnages un peu archétypaux là, du secondaire, et ils ont des caractéristiques pour les nommer, ces personnages-là, et le groupe adjectival aussi est utilisé soit comme complément du nom ou soit comme attribut du sujet. Donc, ces notions-là ont été vues à travers ça pour mieux vraiment caractériser chacun des personnages. Et la deuxième a été faite autour de Louis parmi les spectres. Ça, c'était un très beau défi parce qu'on est en deuxième secondaire et là, c'est bon, on a cet ouvrage-là qui est un ouvrage magnifique. On veut aborder la notion de subordonné, mais on comprend là, que ce que l'on veut, c'est avoir des séquences où la notion est au service de la lecture également. Et on veut aussi aborder le texte poétique. Donc, OK, beau défi. Donc, on y va avec Le Cri en premier. Bon, évidemment, encore une fois, ces allers-retours. Et ce qui est intéressant ici, c'est que la caractérisation des personnages et tout ça a été repris à la fin dans l'écriture d'un texte informatif justificatif sur l'adolescence. Je vous rappelle qu'on voulait s'installer dans des contextes authentiques. Alors, quand on est rendu au mois de mars dans une école en deuxième secondaire, évidemment que ce qui nous intéresse, c'est se préparer pour l'examen. Donc, il y a eu une espèce de structure de texte autour, c'est-à-dire un document préparatoire autour d'un texte informatif justificatif sur l'adolescence qui faisait des liens avec le roman lui-même. Pour l'autre, Louis parmi les spectres, encore une fois, là, l'auteur utilise au sein de sa séquence un certain nombre de subordonnés qui sont souvent qui ont des effets sur la réaction en lecture. C'est-à-dire, par exemple, vers le début du roman, l'auteur utilise à répétition des compléments de phrases où elle va dire, là j'y vais de mémoire, mais mon père boit quand il est seul. Mon père boit quand ma mère est partie. Mon père boit quand... Et en répétant cette structure-là et en réutilisant toujours le même complément de phrase,
évidemment, ça vient un peu nous toucher, mais en même temps, ça nous permet, nous, de voir le complément de phrase à valeur temporelle. Activité de lecture et d'écriture vraiment un peu tout au long. Et je vous mentionnais tout à l'heure, et bon, c'est la relative, évidemment, on peut l'utiliser pour caractériser un certain nombre d'éléments. Et la complétive, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce qu'on termine par l'écriture d'un poème. En fait, le personnage principal, à la fin de l'album, prend tout son courage et écrit un poème à la fille qu'il aime. Donc, on a demandé d'écrire un poème qu'un personnage de l'album pourrait écrire à un autre personnage de l'album, et il devait lui dire vraiment ce qu'il pensait à ce moment-là. Donc, ça nous permettait de voir leur compréhension des émotions des personnages dans l'album en question, mais aussi, ils avaient à utiliser au sein de leur poème différentes subordonnées, dont des subordonnées complétives que l'on peut mettre après tous les verbes qui représentent des émotions de type j'aime que tu fasses ceci, je déteste que blablabla. Donc, ils utilisaient volontairement des complétifs, ce qui arrive à peu près jamais dans la vie, mais là, ils avaient la chance de le faire. Les séquences ont été, là, j'ai pas insisté sur la méthode, mais les séquences ont été co-construites, ont été faites en classe, on les a, évidemment, tout ça a été filmé, ils ont été remis en pilotage dans une autre classe par une personne qui ne l'avait pas conçu, et là, on a continué à faire des modifications avec cette deuxième mise à l'essai, et il y en a même une ou deux, deux en fait, sur lesquelles on a fait une troisième mise à l'essai pour encore apporter des modifications. Et le fait qu'on les ait filmés nous a amené à constater un certain nombre d'éléments. Premièrement, des changements assez majeurs chez les enseignants parce que l'articulation, ce n'est pas que la mise à exécution d'une séquence planifiée, c'est aussi un état dans lequel on doit se mettre au moment où on enseigne. C'est-à-dire que il faut essayer de profiter de chacune des occasions pour faire des liens, ce que Bucheton appelle des gestes de tissage, donc des mises en relation entre le contenu appris et d'autres éléments vus avant, après, en lecture, en écriture, dans le scolaire ou dans l'extrascolaire. Donc, on est toujours en train d'essayer de faire ce genre de lien-là avec l'élève. Dans une classe régulière, Bucheton montrait qu'il y a à peu près 7% des gestes qui sont des gestes de tissage. Dans la séquence articulée comme celle-ci, on était à 39% qui étaient des gestes de tissage et parmi ces 39%, il y en a 74,6 qui étaient planifiés. Les autres étaient des gestes qui ont été ajoutés selon les besoins du moment, mais qui n'étaient pas dans la planification. Ce qu'on a vu aussi, c'est que les élèves, après les séquences, avaient la capacité de réinvestir les notions grammaticales dans un autre contexte. Donc, comme on était toujours à la fin avec une activité discursive, donc soit en lecture, soit en écriture, mais ils réinvestissaient leur objet. L'élément sur lequel je voulais un peu plus insister aujourd'hui, c'est la dimension cognitive et socio-affective. Donc, quel effet, parce qu'on parle souvent d'apprentissage grammatical. OK, les apprentissages sont faits, on les voit, ils sont pertinents pour eux, mais l'objectif derrière la mise en relation, c'est aussi pour qu'ils en voient la pertinence. Donc, ils se disent, OK, l'apprentissage a une fonction, je suis pas en train de juste pas faire de faute, il y a aussi l'objectif d'arriver à voir que mon objet grammatical a un intérêt pour la lecture ou pour l'écriture. Et cette dimension socio-affective, donc le fait de considérer la grammaire comme pertinente, va avoir une relation directe avec la compétence. On le voit en écriture, hein, quelqu'un qui considère que les savoirs appris en écriture sont pertinents va avoir une compétence globalement plus élevée. Il y a vraiment une corrélation entre les deux. Donc, deux modèles principaux pour analyser la dimension socio-affective. La première, la théorie de l'autorégulation qu'on retrouve là abondamment en psychologie, qui vise à voir la distinction entre la motivation extrinsèque, intrinsèque, et on a tendance habituellement à se dire, bon, ben cette question-là de motivation pour l'activité elle-même, elle est à envisager pour la lecture, elle est à envisager pour l'écriture, mais pour la grammaire, c'est comme si on tient
pour acquis que ça sera pas quelque chose qui va les intéresser. Donc, on voulait quand même aller vérifier ça. Et il y a des besoins fondamentaux qui sont derrière cette motivation-là, le sentiment de compétence, le sentiment de contrôlabilité et la valeur de l'activité. Et tout ça va dépendre des expériences antérieures. Donc, est-ce qu'ils considèrent qu'il y a des expériences positives avec la grammaire ou pas? Ce qu'on voit sur la rétroaction, c'est que souvent, il y a une cristallisation, c'est-à-dire on va avoir des commentaires habituellement négatifs ou habituellement positifs et on va avoir ça qui va revenir sans arrêt. Les apprentissages vicariants, donc apprentissage relatif à ce que les autres autour de nous vivent, d'où l'intérêt de faire des activités comme celles qu'on a fait où les expériences sont partagées. Il y a la persuasion sociale qui rentre en ligne de compte, qui est la rétroaction que donne l'enseignant par rapport à l'objet en question. Inutile de vous dire que la rétroaction qui est faite relativement à la grammaire est habituellement négative. Hein? On va le voir en situation d'écriture où, bon, oui, c'est le facteur qui est le plus marquant pour la réussite ou l'échec, mais combien de jeunes ont reçu des commentaires sur leur copie de type ton texte est très intéressant, malheureusement, il y a trop de fautes, mais bravo, ton texte est vraiment intéressant. Bon, c'est sûr que là, la grammaire est toujours vue comme l'élément négatif dans la rétroaction. Et il y a finalement l'état psychologique et émotionnel, le stress et l'anxiété qui vont entrer en ligne de compte. L'autre élément qui revient toujours dans la dimension socio-affective, c'est le rapport à. Donc, le rapport à en enseignement du français, c'est un élément qui a été quand même beaucoup étudié. Laurence a fait un petit tableau récapitulatif, mais disons qu'il y a des recoupements avec la théorie de l'autodétermination. Principalement, il y a la dimension axiologique. Donc, est-ce que la grammaire est quelque chose qui est pertinent? Il y a la dimension affective, comment je me sens, est-ce que j'aime ça ou je n'aime pas ça? La dimension conceptuelle, donc les principales conceptions autour de ce qu'est la grammaire, des conceptions qui peuvent être positives ou négatives, et finalement l'aspect praxiologique. Oh, excusez-moi, j'ai encore reculé. Donc, c'est des dimensions qui ne sont pas sur un pied d'égalité. Évidemment, on ne peut pas enseigner aime la grammaire ou trouve que la grammaire a de la valeur. Par contre, on peut enseigner différentes conceptions par rapport à l'objet et on peut enseigner, on peut avoir différentes pratiques aussi en classe qui viennent modifier le rapport général et éventuellement de manière indirecte le sentiment et valeur. Donc, on a regardé ces différentes dimensions-là en insistant particulièrement sur la mise en relation avec la théorie de l'autodétermination, en mettant les compétences, le sentiment de contrôle, en mettant, bien évidemment, dans la dimension axiologique, la valeur, différentes conceptions et différentes pratiques qu'ils vivent. Et on a regardé principalement sur le plan scolaire, mais il y a différents plans, évidemment. On n'écrit pas à l'école comme on écrit à l'extérieur de l'école. Puis bon. Donc, on avait un questionnaire par rapport à ça, questionnaire pré-test, post-test, avant et après le pilotage des activités. Et il y avait un certain nombre d'items qui étaient spécifiques à la grammaire, c'est ceux dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, une quinzaine d'items autour des dimensions de l'investissement, autour des conceptions, autour de l'affectif et autour du praxio. En d'autres mots, qu'est-ce qui arrive à nos élèves une fois qu'ils ont vécu cette expérience? Eh bien, on a eu quand même un certain nombre de surprises. Par exemple, on ne s'attendait pas à ce que dans la dimension de l'investissement, il y ait nécessairement des effets, mais on en a vu tout de même. C'est-à-dire, j'aime la langue française. Le résultat a été significativement plus élevé après la séquence qu'avant. Même chose pour moi, la grammaire est facile. En d'autres mots, à travers une activité où la grammaire était signifiante, les élèves en ont conclu que ils avaient un plus grand contrôle sur leurs apprentissages, puis ils avaient vécu une réussite à travers ça. Par contre, pour moi, écrire sans faute, c'est facile. J'aime les cours consacrés à la grammaire. C'était bas, ça reste bas. Lorsque je travaille fort en grammaire, je m'améliore. Ça, il n'y a pas de différence. Mes textes ont moins d'erreurs quand je me corrige. Pas de différence non plus. D'un autre côté, la dimension axiologique, donc la valeur,
Ben là aussi, on a été assez étonnés et intéressés par ça parce que ils disent, pour moi, maîtriser la grammaire, c'est important. On a eu une augmentation significative entre le avant et le après. Et surtout, et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, maîtriser la grammaire me permet de mieux réfléchir. Maîtriser la grammaire me permet de mieux apprendre. Ça aussi, on a eu des modifications positives. Ce qui veut dire que l'activité les a amenés à voir le lien entre la langue et ce qu'ils faisaient avec cette langue-là au moment où ils lisaient, où ils écrivaient. Pour moi, écrire sans faute, c'est important. Ça, on n'a pas eu de différence significative. Dans le Praxéo, pas de différence. Dans les pratiques, évidemment, là, c'est 7 cours, 8 cours, il n'y a pas nécessairement de différence. Donc, ça, on n'a pas vu de différence majeure par rapport à ça. Et pour la dimension conceptuelle, ben ça, on souhaitait avoir des résultats, puis il y en a eu. Donc, pour s'améliorer à l'écrit, le plus efficace est de lire des livres. Donc ça, ils ont vu le lien entre les deux, entre l'écriture et la lecture. Et la grammaire permet de s'améliorer en lecture. Ça, apprentissage, différence hautement significative entre le avant et le après. L'expérience vécue là les a amenés à voir le lien entre la grammaire et la lecture. Par contre, lire des romans m'aide à comprendre la grammaire. Ça, de l'autre côté, on n'a pas nécessairement vu la différence. Donc, finalement, cette expérience a été vraiment convaincante, disons, en termes de résultats, parce qu'on a vu des retombées directes. On a vu que ça modifiait les gestes des enseignants, oui. On a vu que ça, évidemment, amenait un apprentissage, même si cet apprentissage-là n'a pas été mis en relation avec une autre approche. Donc, est-ce que on aurait eu les mêmes résultats avec une autre approche? Pour l'instant, on ne le sait pas. Mais ça modifie aussi le rapport à la grammaire des élèves, principalement dans les dimensions conceptuelles et axiologiques, ce qui est vraiment quelque chose qui est intéressant pour les amener à considérer l'élément grammatical comme pertinent pour l'apprentissage. Parmi les pistes de solutions qu'on voit aussi, c'est, en fait, là, on est dans une très bonne, un très bon chemin par rapport à ça, mais c'est de mettre en place des programmes qui soutiennent la mise en évidence de l'interrelation entre l'étude de la langue et les compétences. C'était déjà le cas au secondaire. Là, c'est le cas aussi au primaire. Donc, cet élément-là est intéressant. Il va falloir peut-être essayer de creuser un peu davantage pour voir les degrés d'interrelation selon la potentialité d'articulation. C'est-à-dire que entre les éléments qui nous servent à énoncer et les éléments qui nous servent à faire de l'encodage pour éviter les erreurs, je pense que ce serait important qu'on puisse voir la distinction entre les deux parce que ça implique des approches qui sont différentes. Parmi les éléments aussi qui ont été mentionnés par tous les enseignants, c'est que une des difficultés, c'est que même si on voulait être dans un contexte authentique, il y avait quelque chose d'un peu artificiel dans le fait que on a fourni on a acheté des séries de livres. Et acheter des séries de livres, c'est quelque chose qui est de plus en plus rare dans les milieux. Souvent, on n'aura pas tendance à acheter ces séries-là, mais pourtant, c'est un élément qui était nécessaire pour pouvoir mener les séquences au complet. Oui, le livre numérique existe, mais ça amène quand même une certaine complexité et bon, c'était pas autant apprécié que les livres papier. Pour nous, évidemment, là, on est à développer le matériel didactique, donner des exemples de séquences planifiées en articulation. En même temps, il faut constamment, parce qu'on a commencé à faire le tour de certains CSS, mais il faut mettre en garde contre l'idée d'une séquence qu'on aurait à simplement appliquer. La séquence n'offre pas nécessairement en soi les avantages de l'articulation s'il n'y a pas en même temps le changement de posture de la part de l'enseignant qui doit essayer vraiment de prioriser cette articulation-là au sein de la séquence. On veut partager également davantage les mises à l'essai des séquences, témoigner de l'accompagnement nécessaire pour la planification et la mise à l'essai, parce que je vous dirais que c'est une des principales limites. C'est pas tout le monde qui a 5, 6, 7
moments différents pour arriver à créer une nouvelle séquence. Et l'accompagnement des conseillères pédagogiques, ben, c'est ce qu'on va faire également pour les aider à soutenir leurs propres enseignants. Je pense que les conseillères pédagogiques peuvent regarder les exemples qu'on a faits et accompagner les enseignantes, mais ça doit se faire dès le début de l'année scolaire pour la planification des séquences, parce qu'il faut réussir à les placer. Hein. Si on s'y prend trop à la dernière minute, comme évidemment c'est d'assez grande ampleur, je pense qu'il faut que ça soit un projet c'est presque un projet d'année là pour y arriver. Et une séquence, c'est probablement le gros maximum qui peut être fait là dans une année. Besoin de soutien aussi avant, pendant et après la mise à l'essai. Donc oui, pour la planification, mais aussi pour les modifications, parce que c'est ce qu'on voit là. Chaque mise à l'essai amène de nouvelles modifications. Et ben, on évite à partager ces séquences produites-là pour permettre au plus grand nombre possible de pouvoir en profiter, les enseignantes en premier qui peuvent les expérimenter en mettant l'accent sur la disposition, l'articulation, le réinvestissement des notions grammaticales après les séquences. Oui, parce que ça, c'est un élément qui est important, c'est-à-dire qu'une séquence, c'est sur 8 cours, 10 cours, mais si on veut véritablement articuler, ben, les contenus appris là doivent être réinvestis par la suite. Et bien évidemment, partager les expériences et les séquences, je pense que c'est essentiel. Voyons, j'ai un problème de souris, désolé. Pour la recherche, ben évidemment, là où on en est, c'est qu'on a vu des effets sur les élèves, mais on n'a pas fait comme Pascal auparavant avec 3 prises de données. Donc, est-ce qu'il y a des effets à long terme? Je pense que ça va être à regarder. Aussi, comme je le mentionnais tout à l'heure, je pense qu'on est rendu pour ce genre de séquences assez bien documentées à peut-être se rendre vers des modèles un peu plus quasi expérimentaux pour les comparer à d'autres types d'enseignement et à l'absence d'enseignement pour voir est-ce qu'il y a des différences qui sont notables. En enseignement, ben là, on a vu qu'il y a eu une transformation des pratiques. Ce que les enseignantes nous ont dit, c'est qu'elles allaient maintenant toujours mettre en place ce genre d'enseignement articulé. On a même continué à travailler avec certaines là, pour planifier d'autres séquences par la suite. Mais est-ce que ce sera des effets, est-ce que ça amène des modifications à long terme après la séquence ou si ça se perd, on ne le sait pas trop. Dans le cadre de cette séquence, on a mis de côté, parce qu'il fallait restreindre la communication orale, même si c'est impliqué dans une des séquences par la bande, mais on l'avait mise de côté, mais je pense que ça pourrait être intéressant de voir la relation entre la langue et la communication orale. On travaille sur des échelles de mesure aussi parce que là, bon, on a regardé le rapport à la grammaire qui était quelque chose d'intéressant, mais je pense que de manière générale, le rapport à la langue ou le sentiment d'efficacité est un peu mis de côté. On a fait beaucoup de portraits et il existe ce genre d'échelle pour le sentiment d'efficacité rédactionnelle, mais pour la langue elle-même, c'est moins mis de l'avant et je pense que c'est un aspect à considérer pour mesurer les retombées d'une séquence, d'une activité, d'une intervention, parce que ça va être en lien assez direct avec le rapport à la langue des élèves par la suite et leur éventuelle performance. Et bon, j'en ai glissé un mot tout à l'heure, mais pour ce qui est des notions grammaticales, quelles notions articuler concrètement, hein, on se retrouve souvent avec des éléments de grammaire textuelle, certains éléments de syntaxe, mais quels éléments articulés? Est-ce qu'on a un portrait? Est-ce qu'on pourrait avoir un portrait plus clair? Pour quelle retombée exactement? Je pense que ça a une importance, une grande importance. Je dirais, entre autres, parce que le contexte dans lequel on est, parce que on l'a mentionné au départ, mais je travaille aussi avec des étudiants universitaires, et le contexte dans lequel on est un contexte où l'écriture peut être, disons, accompagnée de différents outils, entre autres les outils d'intelligence artificielle générative, et si la langue n'est vue que comme un code où on doit réussir à éviter les erreurs,
ben, évidemment qu'on va se retrouver, je caricature, mais évidemment qu'on va se retrouver dans un rapport plutôt négatif à la langue et il faut montrer l'intérêt de la maîtrise du système langagier pour l'expression, pour la compréhension et je pense que c'est un élément sur lequel on va avoir de plus en plus à insister si on veut arriver à ce genre de rapport qui amène les élèves à s'intéresser à la langue telle qu'elle peut être utile pour nous. Voilà. Question, mais merci infiniment à nos deux chercheurs, M. Vincent et M. Grégoire, pour ces projets de recherche absolument passionnants. Ça donne beaucoup d'espoir pour l'avenir, pour l'enseignement du français, pour l'arrimage entre grammaire, lecture, discours et tout ça. Je pense que nos adolescents et adolescentes sont entre de bonnes mains. Puis voilà, Caroline, est-ce qu'on a des questions? Est-ce qu'il y avait aussi des questions qui ont surgi pour M. Grégoire, là, entre-temps? Aussi, oui, ça peut s'adresser à tous les deux. C'est qu'on vous remercie chaudement là, pour le projet puis les présentations. Puis, on témoigne que ben, la préoccupation qui est vraiment nommée, c'est l'engagement des élèves. Puis que l'idée que les gestes de tissage puis l'articulation des activités entre grammaire et lecture, écriture et communication orale, ça pourrait avoir un potentiel à avoir un impact sur l'engagement très précieuse pour l'accompagnement et les élèves. Absolument. Merci beaucoup pour ce partage. Alors, cette activité-là va être disponible sur YouTube, donc dans son format enregistré là, à visionner. Notez par contre que les périodes d'échange seront coupées au montage. Donc, ce qu'on va voir sur la chaîne YouTube des Fonds de recherche du Québec, c'est vraiment les présentations de nos deux chercheurs, le petit mot d'introduction et ce mot-ci de clôture. Merci infiniment, Caroline Bégin, d'avoir été avec nous. Merci au ministère de l'Éducation, un excellent partenaire, évidemment, pour ce genre de projet de recherche. N'oubliez pas de remplir le petit Google Form dont le lien vous a été envoyé dans le clavardage pour nous faire votre rétroaction, pour qu'on puisse bonifier au besoin ces activités de transfert de connaissances-là. N'oubliez pas d'aller vous renseigner sur les prochaines activités de transfert de connaissances qui sont prévues. Donc, le 2 juin, on a un de nos midi-conférences sur la recherche sur le cannabis. Si cela vous intéresse, c'est de midi à 13h. Mais notre prochaine grosse activité de transfert de connaissances, là, vraiment de 2 heures comme celle-ci, c'est le 12 juin de 9h30 à 11h30. On va parler du programme de recherche sur la persévérance et la réussite scolaire. Donc, dans les mêmes thèmes, on parle toujours de l'avenir de nos jeunes. Monsieur Vincent, Monsieur Grégoire, un dernier mot pour nous? Je vous jette sous le spotlight, si vous voulez. Ben, simplement, moi, en fait, le seul mot que j'aurais pour la fin, c'est de remercier effectivement encore une fois toutes les personnes impliquées là-dedans. C'est des projets substantiel, long, qui demande beaucoup de collaboration. Merci aussi, je remercierai encore. J'ai l'impression de faire un mot de gala là, présentement, mais je veux remercier quand même aussi le ministère de l'Éducation puis le FRQ pour leur collaboration, leur appui aussi. Je pense que c'est important et précieux pour des chercheurs, des chercheuses de pouvoir avoir cette collaboration-là pour faire des projets de recherche dans le longtemps. Donc, merci pour tout ça. Merci. Oui, j'ajouterais que, ben, en fait, je suis absolument d'accord avec Pascal. Je pense que tout ça est essentiel. Je le mentionnais aussi d'entrée de jeu, mais l'objectif de ce genre de recherche, c'est d'arriver, oui, à ce qu'elles aient des retombées dans les milieux. Donc, n'hésitez pas non plus à communiquer avec nous si vous avez pour la suite des choses. Que ce soit pour une thématique ou pour une autre, mais l'intention de faire quelque chose dans vos milieux, que vous voulez avoir collaboration, questionnement, bon, on est là, on est disponible et ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir apporter cette aide. Donc, je pense que nos coordonnées, je m'excuse Pascal, je m'engage pour nous deux, mais je suis pas mal sûr que tu es d'accord avec moi, mais nos coordonnées sont certainement disponibles et puis n'hésitez pas à communiquer avec nous, ça va nous faire un grand plaisir
de pouvoir répondre à vos interrogations, peut-être participer là, au développement de quelque chose dans vos milieux respectifs. Merci infiniment. Caroline, aviez-vous un petit mot pour nous? Oui, j'avais préparé un petit mot, là, moi aussi, de remerciement. Là. Tout d'abord, le fond, soit Stéphanie Jolicoeur et Audrey Asselin. C'est toujours un charme pour l'animation et l'organisation de l'activité. Votre travail fait toute la différence. Ben, j'aimerais remercier aussi les chercheurs, Pascal Grégoire, François Vincent, puis leur équipe de recherche respective aussi. Grâce à vous, on a découvert des dispositifs didactifs innovants qui servent concrètement pour les élèves du premier cycle du secondaire, un ordre d'enseignement relativement peu étudié. Pour moi, aujourd'hui, plusieurs idées fortes se dégagent. D'abord, que les outils numériques peuvent aider les élèves à mieux corriger leurs textes, mais ils ne font pas tout. Pour que les apprentissages soient durables, il faut aller plus loin. Les élèves doivent apprendre comment réviser. Donc, bref, l'outil ne remplace pas la compétence, comme vous l'avez si bien dit dans votre présentation. Un autre élément marquant qui concerne le lien entre la grammaire et la lecture. Lorsqu'on enseigne ces deux dimensions ensemble, les effets sont positifs, autant chez les élèves que chez les personnes enseignantes. Fait que donc, on passe d'une vision de la grammaire comme étant une série de règles à mémoriser à une grammaire qui devient un véritable outil pour comprendre et écrire des textes. Puis on constate que les élèves développent un rapport à la lecture et à la grammaire plus positif, qui est un résultat très pertinent. Donc, je souhaite aussi adresser un grand merci à toutes les personnes qui sont inscrites à l'activité. Nous étions plus de 200 à être intéressés à la recherche en littératie, ce qui témoigne d'un bel indicateur. Donc, avant de vous quitter, bon, je voulais vous parler de l'activité de transfert du 12 juin, mais Stéphanie l'a fort bien publicisé. Merci. Puis si vous voulez rester informé de la publication d'outils et des prochaines activités de transfert, ben, je vous encourage à vous inscrire à notre infolette du ministère de l'Éducation qui s'intitule Infotransfert. Donc, Audrey a sans doute mis le lien dans la conversation ou le QR. Donc, encore une fois, merci beaucoup pour votre participation, puis au plaisir de vous retrouver très bientôt. Et bon dîner. Bon dîner.